propos? Est-ce que, en tout cas pour le YouTube, c'est arrêté. Est-ce que qu'on continue l'enregistrement? Sinon on arrête la caméra aussi. Non, j'ai pensé un peu sur la question du non-être. Je ne sais pas si le non-être c'est une négation de l'être. Je ne sais pas si c'est un autre être. Je ne sais pas si les choses se placent dans une logique de la connaissance. Mais est-ce que déjà Parce que le psychisme, il y a cette connotation très importante. Ce n'est pas quelque chose d'ordre de la connaissance. Ce n'est pas quelque chose qui est donné par le fait d'être enregistré ou pas enregistré. Ce n'est pas quelque chose qui est donné dans un certain type de cadrage. Ça, ce n'est pas la psyché. Pour répondre, alors pour correspondre, c'est-à-dire lorsque sur le premier propos, sur l'être et le non-être, et son indistance ou sa vie, est-ce qu'il est vivant ou décolisé? Parce que, d'abord, est-ce que l'être lui-même existe? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est... on sait que on sait tout ce qui a été dit ou déduit du fait qu'on ne pouvait être qu'en étant en dehors de la vie, que l'être était assimilable à la mort, c'est tout le mécanisme, c'est tout le... Alors par conséquent, le non-être, l'être est déjà une négation. Donc la négation de l'être, alors là, est-ce qu'on circule dans une négation de la négation qui ferait quelque chose de... Est-ce que la négation de l'être, c'est la vie? Est-ce que c'est le... Tu vois, ce serait au niveau déjà de la définition de l'être que nous avons un problème avec, en tout cas, le lacanisme, et puis je crois pas mal de philosophie, l'être pour la mort et bien sûr, on cherche tout le temps à le recombiner à la vie, mais... Ce qui est intéressant là dans le séminaire 20, c'est que d'habitude on pense la relation être-non-être, et lui il essaye de penser qu'est-ce qu'il y a autour de l'être, le par-être, et que ça veut dire finalement que c'est le signifiant, ça veut dire que c'est pas l'être qui compte, c'est le langage qui tourne autour. Et bien c'est pour ça qu'on a des lacaniens alors qui vont tourner en rond dans le langage. On en parlait avec Maurizio. Et donc, tu l'as bien dit, et c'est encore autre chose qu'il faut trouver comme solution. Je ne sais pas si c'est dans ce séminaire où il parle du titre de la lettre que j'ai un peu mentionné. Est-ce que tu te souviens de ça? Le titre... C'était un livre qui s'appelait Le titre de la lettre. Le titre... Je ne sais pas. Ouais. Et je pense que c'est dans ce séminaire-là où c'est des lacaniens de Strasbourg, c'est l'école strasbourgeoise du lacanisme de l'époque, qui publie ce livre, et que Lacan lit au fil des semaines et au fil des... Donc à chaque fois dans ce séminaire, il en fait un petit... Il dit, tiens, ce bouquin c'est pas mal, je suis au 3e chapitre, c'est bien... Et quand il arrive à un certain chapitre, alors là, il le conspue, il crie au meurtre, ils veulent me tuer, etc. Voilà. Eh bien, c'est au moment où ces gens, ces élèves, l'identifient à Tycho Brahe et comparent le système du lacanisme au système de Tycho Brahe, c'est-à-dire en mettant au centre l'être Lacan, et autour les signifiants qui tournent. Et
Et ça c'est le système de Tycho, où l'être est au centre, comme la Terre est au centre, et les signifiants tournent autour. Et au centre, c'est cette dualité, enfin cette énigme être-non-être qui est esquivée comme ça, mais qui est esquivée en tournant en rond. Et avec la solution Tycho, on voit qu'elle est tout de même fausse, parce que la Terre tourne et les obus tombent, ne sont pas affectés par ça. Non. Ce qui fait que ça tourne en rond, effectivement, chez les lacaniens, à un moment, il écrit mettre, le verbe être avec un apostrophe devant, quoi. Bien sûr. Quand l'être devient l'être du maître, en quelque sorte, forcément, ça va tourner en rond autour, quoi. Mais est-ce que lui, il se pose en tant que tel, ou est-ce qu'il juste il montre que c'est ça qui se fait, quoi? Ça regarde. Je veux dire, il y a Héraclite qui le rassure. Mais en tout cas, si l'être, c'est d'arriver à si l'être ne peut se dire que dans le discours du maître, eh bien, c'est pas le discours de l'analyste. Donc il y a quelque chose, de ce point de vue-là, qui serait un ratage de la psychanalyse, si c'est un retour à l'être. La psychanalyse a raté. D'ailleurs, un psychanalyste que je connais bien, Melman, puisque je l'ai connu pendant 10 ans durant, je l'ai connu comme analyste, et Melman, dernièrement, écrit « Je suis fidèle au maître ». Tout de même. Alphonse. Oui. Oui, mais c'est ça. Oui. Et Lacan, à la fin, disait vous voulez un maître, ben, finalement, vous en aurez un. Il avait compris que c'était pas sorti de l'ornière. Effectivement, ce qui est d'intéressant dans ta démarche, c'est que tu cherches à sortir du lacanisme, mais en entrant quand même dans Lacan, en partant quand même. Hein, et c'est une évolution. Ça, c'est la seule manière pour pouvoir lire Lacan, à mon avis, c'est de chercher à comment on peut s'en sortir, après. Oui. Donc ça m'intéresse bien. Moi, j'ai envie d'essayer de formuler une question qui va peut-être être incompréhensible, j'en sais rien, mais un petit peu articulé avec ton propos là sur ce chapitre, sur l'espèce de duel Nathalie Weiner, sur ses tentatives avec la lettre et avec la mathématique, et ça me fait rebondir un petit peu sur notre dernier chapitre, où tu avais évoqué une espèce de disparition du langage que je t'avais fait reprendre en disant mais c'est pas une disparition, c'est une modification du langage. Et ça, dans tes écrits, tu le montres très bien à plusieurs reprises. Est-ce que tu vas jusqu'à sentir dans cette démarche de déconstruction des mots, etc., la mathématique là derrière? C'est-à-dire comme si il y avait de la règle mathématique à trouver. J'ai bien dit que c'était une question. Oui. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Cette mathématique, c'est celle que j'identifie au chiffrage. Je l'appelle le chiffrage. Maintenant, je sais qu'il y a... D'abord, je ne suis pas un mathématicien, et que des fois, je suis vraiment largué, évidemment, avec les mathématiques.
et surtout même avec des mathématiques très primaires, qui sont celles de la statistique. Et j'ai été nul en statistique, je suis vraiment très très malhabile, je ne comprends rien à la statistique. Bon. Et dans la psychohistoire, c'est la solution de la... et dans la cybernétique de Wiener, ce sont surtout des opérations statistiques qui ont lieu. Alors je ne sais pas si c'est des... Là, je serais très malhabile pour te répondre. J'appelle ça chiffrage. Surtout à partir de choses simples, du zéro, du nom du père, du chiffre, des ifrades. Mais après, dans... Enfin, oui, c'est dans l'idée voilà, que la lettre et la mathématique se rejoignent quelque part. La mathématique est peut-être aussi extrêmement égarée, c'est peut-être une science extrêmement primaire, en fait, ou infantile presque. Peut-être qu'elle-même va évoluer beaucoup, mais ça j'en sais rien, ou par les statistiques, ou par, je sais pas. Je voudrais revenir par où tu as commencé par rapport à l'audience. Et donc, le symptôme de la négation. Je crois que ça a à voir avec ce que Lacan a dit sur l'illisible, quand il dit qu'il est illisible. Et si l'audience se fait pas ou pas suffisamment, c'est qu'il doit y avoir quelque chose d'inaudible, effectivement. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, moi je te propose une hypothèse, c'est qu'il y a non-rencontre de deux corpus complètement différents. Et cette hypothèse, elle prendrait sa racine un peu dans ce séminaire lorsqu'il essaye de mettre en relation Freud avec Aristote, par exemple. Et on sent que c'est très compliqué, parce que ce sont deux corpus, l'un philosophique, l'autre psychanalytique, les auditeurs n'ont pas la maîtrise des deux corpus. Soit ils ont la maîtrise de l'un, soit de l'autre, et lui il se tient là où il y a le rapport entre les deux corpus. Et je pense que toi tu te tiens là où ça serait en rapport, le corpus de la cybernétique avec le corpus de la psychanalyse. Mais je pense que ceux qui ont une formation de psychanalyse n'ont pas lu Wiener. Et ceux qui... Parce que qui a lu Wiener? Moi, je n'en ai qu'une connaissance indirecte, par exemple. Hein. Et que ceux qui ont lu Wiener, ces ingénieurs, qu'est-ce qu'ils en savent du lacanisme? Et donc, j'aurais tendance à dire, il n'y a pas de rapport entre les corpus. Et c'est ça la difficulté, et qui peut expliquer une partie de cette question de l'audience, comme si on ne voulait pas établir ces liens, ces ponts, ces passages. J'ai des preuves contraires. Oui. Je dirais à ça que, comme preuve contraire, j'ai le fait, ou la croyance, la conviction, que ma séparation de l'audience de mes confrères, du lacanisme, a lieu sur d'autres choses que Wiener. Elle est très ancienne, et elle a lieu sur d'autres choses. Ah bon. Je les mentionne pratiquement plus d'ailleurs, parce que mais elle a lieu, par exemple, si on pouvait, on peut en donner des petites bribes. Les choses essentielles sont sur la libido, sur la sexualité,
Mais par exemple, tu sais l'importance de la lettre volée. Tu connais l'importance ou le scandale en Bohème, on en a parlé? Non, ça ne me dit pas grand-chose, ça. Il y a eu la lettre volée. C'est un Freud, Lacan s'en est servi, comme Freud s'est servi de l'Oedipe de Sophocle, il s'est servi de la lettre volée d'Edgar Poe pour faire quelque chose, établir. Bon. Il y a un texte qui est le copie-coller, mais à l'envers, inversé, le haut et en bas, et en copie-coller de la lettre volée. Ça existe. Ce texte-là, il est étonnant, remarquable, notable, que ni Lacan n'en a fait cas, mais lui, il pouvait cacher des choses. Ça, on peut soupçonner qu'il connaissait ce texte, qu'il n'en a pas parlé. Mais aucun de ces analysants n'ont jamais, ou de ces écoliers, n'ont jamais fait allusion à ce texte. Comme par exemple, il y avait Freud avec son Oedipe et Karl Abraham qui dit oui, mais Oedipe, ça ressemble à Akhenaton. Mais toute la communauté va se taire autour de Freud. Et là, même pas il n'y a même pas un Karl Abraham qui a, ou peut-être il y a un psychanalyste qui l'a dit, mais alors, il n'a vraiment pas été, il n'y a aucune audience de ça. Donc il y a un copier-coller de la lettre volée. Tu me diras, alors c'est pas très important. Ça prend de l'importance si ce copier-coller est écrit par un homme extrêmement célèbre. C'est aussi important que le double neveu de Freud, dont les psychanalystes ne parlent pas. Bernays, là on connaît l'histoire, c'est énorme. Eh bien, sur la lettre volée, c'est tout de même la personne qui a écrit le copier-coller de la lettre volée, c'est Conan Doyle. C'est un homme important, et c'est une des aventures de Sherlock Holmes, qui s'appelle Un scandale en Bohème. Ah, d'accord. On en a parlé un petit peu, oui. Ça me revient vaguement. Parce que Un scandale en Bohème, et c'est fait officiellement parce que Conan Doyle le fait en hommage à Poe, qui est son maître, son prédécesseur, et en respect et hommage, il fait la doublure de la lettre volée. Alors qu'aucun lacanien ne se soit intéressé ou n'ait remarqué ça, c'est qu'il y a un refoulement qui n'est pas de celui de l'ordre du corpus distinct. Parce que là, ils sont vraiment dans le même champ. Ils sont tellement dans le même champ que, pour dire à quel point le refoulement est important, c'est que là où Lacan va arriver à ce « la femme n'existe pas », les dernières phrases du scandale en Bohème, c'est quand Sherlock Holmes, similaire à Dupin, dans la séquence, dans la copie, le héros, le détective, lui va se faire avoir par celle qui va jouer le rôle du ministre, puisque tout est inversé, les hommes sont des femmes, les femmes sont des hommes, dans cette copie inversée, dans ce miroir, cette symétrie. Et Sherlock Holmes, son observateur Watson, Dr. Watson va le dire, Sherlock Holmes, depuis lors, l'a toujours appelée la femme. Donc on a toute une définition de la femme et une argumentation, une défense et une fondation de la femme dans l'article de Conan Doyle qui est la copie conforme ou la copie symétrique de la lettre volée. Et personne n'en a jamais parlé depuis 70 ans, presque ou un siècle. Alors là, c'est qu'il y a... ce que tu avais déjà exprimé à propos des deux femmes dont tu nous avais parlé la première fois, c'est-à-dire qu'il y a le double caché, il y a un double apparent, et puis il y a le double refoulé en quelque sorte. Et ça, voilà. Et là, on n'est pas dans des discours disparates. Non, ils sont peut-être séparés, mais en fait, ça devrait être... Ils sont vraiment du même champ.
Et donc, c'est pour ça que je ferai que j'objectais à l'hypothèse que ce soit des corpus qui soient différents. Je pense que c'est au sein du même corpus qu'il y a un problème, une inhibition, et que son progrès se taxe de la... Alors c'est peut-être la solitude de l'être, c'est peut-être là, et là on peut rentrer de nouveau dans des choses, mais qui s'expliquent avec le chapitre de l'évolution d'un seul corpus. C'est une hypothèse alternative. J'aurais encore une question. Pourquoi le passage à la fiction? Pourquoi est-ce que tu veux dire là maintenant, tu éprouves comment dirais-je, la nécessité de passer par la fiction, pour le dire? La phrase qui première phrase c'est une expression courante. La réalité dépasse la fiction. Donc c'est une espèce de marchepied pour arriver à la réalité. Mais il faut passer par là. Ça c'est un des moyens de passer de l'intuition à la réalisation, cet espace où l'intuition s'est effondrée et où la réalisation va oublier son intuition, cet espace ne peut être comblé, ne peut être parcouru sans solution de continuité que par le procédé de la fiction, une espèce de radeau qui passe qui franchit la division, la rupture du temps. Il y a eu deux choses d'ailleurs qui marquent ce passage entre l'intuition et la réalité. Tu sais, ça je l'avais déjà noté, que Reich a décrit l'orgone, en décrivant l'orgone de la planète, a décrit le plasma magnétique de la Terre, et que quelques années plus tard, les scientifiques ont décrit le plasma magnétique de la Terre, mais en oubliant complètement Reich, oubliant complètement que ça avait été décrit à partir de la libido. Et j'ai retrouvé une autre, où j'étais plus engagé que cette observation lointaine entre Reich et les savants là. Mais c'est dernièrement que j'ai fait une conférence sur les neurones miroirs, où ce que l'on découvre aujourd'hui des neurones miroirs, il semblerait que ça ait été exactement déjà décrit dans l'esquisse pour une psychologie scientifique de Freud, qui décrit des neurones oméga qui sont probablement ou qui sont en bonne position pour être une description en 1900 de ce qu'aujourd'hui, de ce qu'à partir de 2000 on a découvert comme les neurones miroirs. Donc on voit qu'il y a une intuition que comme le réel, si on peut, enfin, et comme tu sais, le rêve qui maintient le sommeil, et ensuite on se réveille, et on se réveille en ayant oublié finalement le réel qui avait émergé au départ. Et je pense que la fiction, c'est le moyen
d'avancer vers cette réalité qui dépasse la fiction. Mais comme on la connaît déjà, ça c'est d'une part, c'est sur ce temps, ce processus logique de temps que je répondrai à ça. D'autre part, il y a aussi une compétition politique entre la propagande et la fiction. Et ça c'est surtout ce que je suis en train d'essayer de montrer avec la scène. C'est-à-dire qu'il y a la propagande d'Ernée, qui est une espèce de principe de raison politique, de gestion de l'humanité et de son histoire, et qu'il y a une solution scientifique qui passe par l'anticipation de la psychohistoire, qui est d'ailleurs qui est toute ce traitement et comment gérer la prédiction de la psychohistoire. C'est l'anticipation, comment gérer l'anticipation. Comme j'y suis plongé dans cette méthode de la fiction, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire aussi. Je vois beaucoup de choses. Une des choses bouleversantes, c'est, je pense l'avoir mis, peut-être, quelle est l'image que j'ai mise sur Sur le chapitre, là ouais. La première clé USB rentrée dans un autobus. Ouais. Bah oui. Ouais. Tu vois, ça c'est extraordinaire. C'est extraordinaire que donc Vogt, qui a écrit La machine à gouverner, dans son roman, tu vois, c'était avant 1950. Hein, c'était puisqu'il a été traduit par Vian, je crois que c'était en 47 ou 45, 45 peut-être, ou le 47 qu'il a écrit sur ça. Eh bien, cette photo du premier disque dur du monde, premier disque dur, il était 3 fois gros comme cette commode. Hein. Eh bien, c'est en 1957 que ce truc a été créé par IBM. C'est-à-dire que toute la science-fiction de Van Vogt, qui est encore aujourd'hui complètement actuelle, était écrite quasiment 10 ans avant qu'il y ait un premier disque dur. C'est-à-dire qu'il y a eu une connaissance de ce qui allait se passer. Mais c'est renversant. Enfin, moi, ça me bouleverse de réaliser que ces romans de science-fiction, Asimov, les robots, c'était écrit quand il n'y avait encore aucune industrie de ça. C'était même pas construit. Et là, on a quelque chose d'extrêmement, peut-être une base très objective, très réelle, comme ça, objective, pour s'appuyer sur cette idée que qu'est-ce qui s'est passé quand ces gens font de la science-fiction? Qu'est-ce que ils parlent, ils décrivent les choses avant ils accompagnent la technologie comme si c'est ça qui allait arriver à l'éclairer. Enfin, voilà, il y a un jeu comme ça, tu vois, entre le... Il y a deux façons de le voir. Soit, effectivement, c'est une sorte de prémonition, il le devine par avance. Soit, il faut considérer que la pensée, c'est du collectif, de toute manière. Et qu'il y a ce moment de l'imagination créatrice où la chose est, je dirais,
conçu, imaginé, et qu'après, il y a la deuxième phase qui est celle de sa réalisation. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, c'est vraiment le même processus. Voilà. Mais pour le maintenir, pour le continuer, pour que une littérature l'accompagne, pour que ce processus soit conscient ou parlé, ou soit... c'est la littérature, c'est la fonction de la science-fiction. C'est ça que je vois.